Un enjeu récurrent avec l'arrivée des temps froids est comment hiverniser son véhicule pour que celui-ci soit sécuritaire en toutes conditions. Et donc, correspondre à une inspection sommaire avec le changement des pneus mandatés au 1er décembre est intéressant en fait pour valider non seulement le niveau des fluides sous le capot, tuile moteur antigel, mais aussi inspecter les balais d'essuie-glace et le liquide à lave-glace pour que celui-ci soit adéquat. C'est un autre show aujourd'hui qu'on vous présente en ce mercredi. Ça a été un gros mois de janvier, un gros mois de février. On vous a parlé en masse. Merci de nous suivre partout. Merci de nous suivre les mardis soirs à la radio également. C'est en direct 1 à 2 fois par mois. Quand c'est pas en direct, c'est de 22h à 23h au FM 103.3 à Montréal. Quand c'est en direct, c'est de 21h à 23h. Donc, on rajoute 1 heure de plus pour vous parler en direct. Les expériences ont été vraiment le fun dans les premiers shows. Merci. Hey, vous avez appelé. Franchement, là, à recevoir des appels, c'était Mélanie de Empress qui me disait « Ça sonne, ça sonne ». Fait que là, j'ai pesé ces boutons. C'était vraiment cool. C'est des gens qui nous écoutaient d'un petit peu partout au Québec. Puis ça, c'était vraiment apprécié. Avant de présenter mon invité que vous voyez, je veux prendre le temps de vous dire merci et quand vous nous envoyez, que ce soit sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify, bref, l'application que vous le souhaitez en audio, en streaming, les partages, les 5 étoiles, ça nous aide, vous n'avez pas idée, dans le développement de ce podcast-là qui approche du 100e épisode. By the way, j'ai fait des calculs, là. Si je regarde ça, je parlais avec Carl, que je salue, qui est occupé aujourd'hui. Ça nous amène plus ou moins au Diesel Fest ou un peu après, en juin, pour la 100e d'On-the-Road Québec. Puis, je pense que vous me connaissez, à chaque fois qu'il y a un chiffre magique, je ne fais pas les choses à moitié. Bref, c'est ça. Alors, vous pouvez visiter également la boutique de Empress Creations. Vous avez vu de plus en plus de gens qui se promènent avec leur hoodie et le cover de magazine en arrière. C'est vraiment hot. Fait que merci à tous ceux qui nous encouragent. Et je tiens à le dire, on fait 0$ de profit avec ça. Michael et Mélanie nous font un rapport mensuel et ça s'en va dans un organisme qui n'est jamais le même. Là, il faudrait que je demande à Carl, je ne l'ai pas devant moi, mais je sais que c'est pour les jeunes adolescents, je pense, qui ont des détresses. Alors là, on avait parlé au podcast de Noël. C'est ça. Sinon, ça a été à la Fondation du cancer du sein. Voilà, ça c'est mes messages. Puis, bien sûr, soyez prudents sur les routes. Vous allez voir, là, on a beaucoup nos téléphones aujourd'hui. Ça a l'air impoli. Ne le prenez pas personnel parce que, premièrement, je suis avec David Antoine. Ça va bien, David? Bien, merci. Super. Moi puis David, on a bien des notes. Fait qu'on veut rien. Pas on est rendu vieux. Ah, c'est ça. On ne sera pas de cachette. C'est notre seconde mémoire. Exactement. C'est que c'est nos secondes mémoires, nos mémoires d'intelligence artificielle. Et ça me fait ça assez peur, l'intelligence artificielle. Même pas. Non? Non, c'est une aide. Pour vrai? Oui. Moi, j'ai fait des tests là-dessus. J'ai même parlé avec quelqu'un. J'ai jasé avec mon téléphone pour faire le test. C'est fou, là.
Moi, je m'aide pour certains devoirs, des fois, parce que je suis retourné un peu à l'université. Oui. Donc, il y a certaines choses que je regarde pour défricher, en fait, Ouais. ce que je lis. C'est quand même une aide intéressante. Tout n'est pas juste, Ouais. mais c'est intéressant. Permets-tu que j'avance un peu? Ton micro, excusez, on s'adapte, c'est un nouveau... Ah, by the way, c'est un de nos nouveaux studios ici même à Longueuil au FM 103.3. Je pense que le studio va s'appeler le Saint-Charles. T'es le premier. Ouais. Fait que voilà. Je suis chanceux. Eh oui. Merci. David Antoine, on se connaît depuis les salons d'emploi. By the way, merci. Vous êtes souvent à nos salons d'emploi, puis c'est très, très apprécié, puis votre kiosque ne passe jamais inaperçu. Mais c'est cool de vous voir à nos salons quand vous êtes là, parce que ben, vous êtes... Merci de nous encourager. Votre présence, ça nous fait toujours plaisir d'être là. Vraiment. Non, Puis on aime nos salons aussi. Là. Oui, on peut. Moi, je les adore, vos salons. Ouais. C'est pour ça qu'on y est présent. On aime l'organisation, on aime l'ambiance, les lieux dans lesquels vous êtes installés. Ouais. Donc, c'est vraiment de bonheur pour nous. C'est efficace. Ouais, C'est sympa et puis c'est un double effet. On aime ça vous parler aussi. Écoute, moi, des fois, je vous lâche pas. Je vais quasiment vous donner à manger. C'est un peu ça. Je suis pas si vieux que ça, quand même. Non, je sais. On se vieillit depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être là avec nous puis de nous faire confiance également. Puis je suis vraiment content de te recevoir. Ça faisait un bout que je disais à Carl, il faut inviter David. Puis tu sais, des fois, ça donne pas les horaires. Puis je voulais pas te recevoir par vidéoconférence. Je voulais vraiment qu'on soit face à face parce que moi, dans le fond, là, ce qu'on fait avec On the Road, des fois, on soit beaucoup de camionneurs, on soit des propriétaires d'entreprise, on soit des gens qui viennent dénoncer un paquet de trucs. Mais j'aime ça aussi recevoir des recruteurs, des directeurs, des RH, parce que j'aime ça que les gens, après, quand ils appliquent pour une compagnie, ben, ils vont savoir à qui ils parlent. Fait que quelqu'un qui écoute le podcast et dit « Ah, j'ai vu David Antoine de chez Fuel. Ouais, j'ai vu un peu son parcours. » Ben moi, je trouve que ça donne une autre occasion d'aller te rencontrer, puis on dirait qu'on connaît un peu le visage de la personne. Fait que c'est pour ça que je vous invite au podcast, parce que l'industrie du transport, c'est pas juste les roues et le camion, ben c'est les gens aussi qui sont là-dedans. Là. Tout à fait. Vous avez une équipe assez spéciale aussi, je voyais ça. Vous autres, c'est dynamique solide, en tout cas en termes de marketing. Là. Oui. Ouais, c'est fou. Équipe, ouais, vraiment. Ils sont arrivés, quand j'ai vu qu'ils avaient installé le kiosque, une fourmilière, c'est arrivé la veille, ça montait partout. Puis si tu veux, tu me donneras ton Lego Mac, je vais le prendre aussi. Une méchante belle machine. Je vais parler de toi. En fait, tu travailles chez Fuel. Qu'est-ce que tu fais chez Fuel? Je suis recruteur et formateur pour Fuel. En même temps, j'ai d'autres missions, type ambassadeur de la marque également. Je représente aussi la voix des chauffeurs dans l'entreprise, dans les deux sens, et la voix aussi de la direction vers les chauffeurs. Un peu le tampon entre les deux ponts, là. Exactement. Ouais. Je fais la passerelle entre les deux pour justement créer de la proximité, en fait, entre notre direction puis, en fait, les chauffeurs sur le terrain. Il voulait aussi avoir quelqu'un dans le bureau qui connaisse bien la vie des chauffeurs. Ouais. Puisque je l'ai vécu, puisque j'ai été chauffeur. Je connais aussi les clients pour lesquels qu'on a. Ouais. Donc, ça permettait vraiment, c'est positif pour les deux camps, on va dire, si on peut appeler ça deux camps. Oh, oui. Ça crée vraiment une belle osmose dans le groupe. Tu as été, on va en parler tantôt dans ton parcours, mais ta mission de... En fait, quel style de recruteur, formateur? Parce que tu as l'air d'une personne assez calme. Je pense pas que tu cries aux barricades ou t'es quel type de formateur, recruteur chez Fuel? Alors moi, je suis quelqu'un c'est vrai, de calme, malgré que je vienne de la vieille Europe. Ouais, on est connu pas mal. J'ai moins de caractère que des gens qui viennent de Marseille. Un petit clin d'œil à mes amis marseillais. Ouais. Donc moi, on va dire, le type de recruteur, c'est que j'aurais tendance à... je vais faire attention aux gens, en fait. Ouais. C'est plus que... La personne sait conduire un camion. Oui. Bon, elle va passer évidemment un retest pour évaluer, mais c'est ce que je vais rechercher, la personnalité, puis comment elle va pouvoir rentrer en cohérence avec l'équipe qui est aujourd'hui. Je cherche des gens, des humains en fait, plus que d'avoir un sticker sur la tête numéro, en disant chauffeur ou un numéro. Ouais. C'est vraiment avec une personne avec sa personnalité, avec ses différences, et c'est ça qui va créer en fait la force de l'équipe et puis de l'entreprise. Puis les types, en fait, un chauffeur, quand mettons un chauffeur est chez vous, il dirait la même chose par rapport à toi. T'es pas mal ce que tu reflètes finalement, là, en termes de road test puis tout le kit. Ça passe tout par toi?
Oui, Ouais. oui, Ouais. c'est moi qui fais le process. La partie, tout un peu plus dans les détails quand on fait les background check et autres, là, Ouais. c'est mon partenaire RH, Ali qui m'aide dans cette partie-là. Mais oui, tout ce qui est la première, tout ce qui est les, on va dire les interviews Ouais. téléphoniques, Ouais. interviews Ouais. physiques également, puis le retest, c'est moi qui vais le faire. Le directeur des opérations est confiant parce j'ai déjà roulé pour lui, parce Ouais. que ça fait une dizaine d'années que Oui, puis on va en je connais. parler tantôt. Tu as tout un parcours ici, là. Donc, résultat, il me fait confiance dans mes choix parce qu'il sait je sais ses attentes. Ouais. Donc, c'est plus facile pour moi après de faire des choix par rapport aux différentes gens. Moi, je pose toujours la même question à chaque recruteur qui vient en podcast. Je me trompe pas, parce que j'ai fait avec Carl, on a fait beaucoup de recrutement aussi. On le sait tout de suite, hein, quand quelqu'un rentre, souvent que ça va marcher ou pas. Des Oui, fois, du premier regard, hein? oui, Ouais, tout à fait. ouais. La façon dont il va se présenter à L'attitude. nous. Ouais. Souvent, moi, je vais rechercher les candidats sur le parking parce Ouais. que il y a 2 entrées dans OK. le building. Donc, simplement, la façon dont il va arriver sur le parking, la façon qu'il va marcher, qu'il va me tendre la main, Ouais. je vais me dire, OK, non, on part Ouais. sur un point positif. Ou au contraire, on se dit, mais en même Des temps, fois, on a des surprises. c'est ça. Des fois, on a des surprises. Jean Et ce Gêné qui aussi. est, et la chance que j'ai, c'est la force, mais aussi la chance, c'est que comme je vais faire l'entretien assis avec la personne, mais qu'après je vais aller dans le camion avec le candidat. Ouais. Là, je vous donne un peu un tip pour les gens qui vont rentrer Ouais. avec moi Prenez dans des le notes, tout le camion. monde, là. Prenez des Ouais. notes, ouais. C'est que quelque part, l'entretien se continue quand on est dans le camion aussi. Ouais. Donc, on parle des choses différentes. Ouais. Mais la façon dont va se comporter le chauffeur, en dehors de tenir simplement le volant, il va faire en sorte que il va gagner des points ou perdre des points Tout est dans l'analyse. Le diable est dans les détails, qu'on dit. Exactement. Oui, exact. Exactement. On le voit tout de suite, la honte de sécurité. Puis, tu sais, en fait, là, moi, là, j'en ai passé des road tests dans ma vie, puis j'ai déjà vu des entreprises qui n'en donnaient pas non plus, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai, c'est un autre débat. On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on aurait pour des heures. Mais moi, j'aime ça dire aux gens que c'est pas nécessairement stressant. Parce que, en fait, on n'a pas à être nécessairement stressé, je dirais ça. Parce que le recruteur, puis David pourra me le confirmer, il connaît les facteurs. Si vous êtes chauffeur d'expérience, mettons, depuis 3, 4, 5 ans, vous avez conduit des camions. Fait que forcément, même si vous rentrez dans le camion, puis c'est pas à 100% parfait, des fois, il y a un petit aspect nervosité. Je pense qu'il y a une démarche aussi également. Là, il y a un flair aussi. Là. Oui, tout à fait, parce que les gens sont nerveux des fois pour rien, je trouve. tout à fait. Alors, moi, je le présente toujours dans le sens où, parce qu'on a des cours différentes avec des particularités, parce qu'on fait du vrac alimentaire. Ouais. Donc, en fait, pour moi, l'argument que j'ai pour essayer de les détendre, c'est de leur dire que je veux leur montrer un peu l'organisation. Ouais. Je leur fais vivre un peu, qu'ils expérimentent la vie chez Fuel pendant les 2 heures qu'on va passer ensemble. Ouais. Puis ça permet, je l'espère, de faire baisser un peu la tension. Parce que je sais que le chauffeur, comme tu dis, ils ont peut-être 1 ou 5 ans d'expérience. Ouais. Il sait conduire un camion, donc il sait comment passer les vitesses. Bon, nous, c'est du jeu parce que c'est automatique, c'est facile. Mais ce qui est important pour nous, en fait, c'est surtout la sécurité ou la façon dont il va aborder, en fait, l'environnement dans lequel il est. C'est de placer le camion dans la circulation, c'est simplement de faire attention aux gens. On sait que les conducteurs de voitures sont des gens formidables, très créatifs. Oui, créatifs, j'aime ça. Ah ouais, je vais prendre ça en note. Si vous êtes créatifs, c'est très bon. Créatifs. Donc, des fois, j'aime ça. Ouais. Notre expérience, elle peut être des fois, surprise par leur créativité. Ouais. Et donc, c'est ça que je veux voir et je veux percevoir un peu comment ils vont se débrouiller dans cet environnement-là. Ouais. Et puis, souvent, il y en a beaucoup qui découvrent la citerne. Donc, moi, en plus, on leur donne une citerne chargée pour qu'ils aient la vague, pour voir un peu comment ils sont. Parce que ce retest, il est un peu à double sens, dans le fait que moi, je vais expérimenter le chauffeur, voir comment il se débrouille. Il lui va expérimenter aussi la vague, de dire, à la fin, il est capable, il va peut-être me rendre les clés, puis dire, ah non, David, non, ça va pas aller, je veux pas ça. Puis faites-les dans ce temps-là, en passant, c'est apprécié que de perdre des journées. Puis, Oui, tout à fait, oui, il faut être franc dans les 2 sens, c'est-à-dire que nous... C'est normal de pas aimer, de pas être à l'aise dans un type d'emploi, puis ils n'êtes pas pire ennemi pour autant, là. Exactement, ou même simplement de dire, ah non, l'organisation, ça me plaît pas, non, j'aime pas vos camions, ou non, ça me plaît pas. En fait, ce que vous projetez, en fait, je suis pas à l'aise avec. Et puis ça va bien dans les 2 sens. J'ai quand même vu votre image, puis je suis pas pour être têteux, là, ça m'étonnerait cet aspect-là, mais pour vrai, mettons de la citerne, là, quelqu'un qui l'a jamais fait, qui embarque là-dedans, puis soit qui tombe en amour, ou qui est pas certain, puis qui va se donner une chance, ou il se sent mal, puis il va pareil. Mais ça, c'est de l'argent beaucoup, la rétention, là, puis l'embauche, ça vaut énormément cher aussi. En termes d'embaucher quelqu'un, c'est beaucoup d'effectifs. Là. Et des fois, c'est bon d'être franc aussi de l'autre côté. Puis, soyez pas stressés là-dessus non plus. Vous avez le droit de ne pas être à l'aise non plus. Là. Oui. C'est ça, exact. De l'exprimer, parce que nous aussi, on peut vous accompagner.
Parce que le but du jeu, c'est pas simplement de donner les clés du camion, de Ouais, dire, ouais. OK, c'est bon, Ouais. OK, bah, je vous donne les clés du camion, il est au fond de la cour, débrouillez-vous. Ouais. C'est vraiment de dire, OK, moi, je suis pas trop à l'aise, je suis pas sûr, parce que nous, on a un mécanisme d'accompagnement. C'est soit moi, soit des chauffeurs de ville OK. qui vont faire expérimenter pendant 2 jours, 3 jours Ouais. ou une semaine le Ouais. chauffeur en ville pour qu'il s'habitue un peu aux sensations, différentes sensations, Ouais. en fait, du produit. Et puis après, quand il est à l'aise, il peut partir après sur la route. Je t'ai vu aller dans les dernières années dans les kiosques quand on fait les salons d'emploi. Puis, tu sais, vous avez quand même, tu sais, il y avait une bonne affluence vers vous. Kiosque doit aider aussi, hein. Je veux dire, c'est un beau kiosque, là. Comment tu vends ça, toi, ce métier-là? Peut-être parce que je veux parler un peu du bout ambassadeur, ça m'a intrigué, mais comment tu vends, pas uniquement la marque, mais le métier en tant que tel pour convaincre quelqu'un de faire ça? Là, on parlera de fuel après, là. Peut-être juste le métier en tant que tel. Ben, le métier, je pense que déjà, s'ils sont là, les gens, Ont un intérêt. ils ont un intérêt. Moi, j'essaie de dissocier quand même parce que là, je vais faire une aparté par rapport à ça. Souvent, les gens, pour avoir fait la formation au CFTC, il y avait des étudiants qui arrivaient dans l'école puis qui pensaient que eux, leur métier, simplement, c'est de tenir un volant, traverser des grands espaces, et puis que c'est super joli. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça arrive, mais on le fait. Oui. Mais quelque part aussi, et puis là, c'est dans la dimension aussi du recruteur, c'est le chauffeur aussi est un représentant de l'entreprise. C'est très important, ça. Puis il porte le nom. C'est quelque part, moi, la notion d'ambassadeur, mais chaque chauffeur est l'ambassadeur de la marque et l'ambassadeur du transporteur, voire du shipper, en fait, quelque part aussi. Donc, comment vendre? Bah, l'idée, c'est aussi le rêve d'être. Il y a une notion d'autonomie, d'indépendance, même si quelque part, on a la montre qui tourne et puis on doit arriver pour une heure de livraison. Les intempéries, puis toutes Mais on est responsable et c'est cette dimension d'être responsable de son travail qui est important, qui est une dimension importante par rapport à d'autres postes où simplement taper vos codes, des choses différentes. Là, il y a une notion d'autonomie, d'être responsable de son chargement, du travail qu'on fait, d'amener le tout à bon port en toute sécurité. Et puis d'être capable de dire à un bon instant, OK, non, je peux pas le faire, ou oui, je peux le faire. Je comprends. De mettre des limites. C'est pas forcément, ça vous fait pas forcément rêver quand je vous dis ça comme ça, mais quelque part. C'est honnête. C'est honnête, et puis ça permet de mettre une dimension différente que de simplement le faire. Je vais faire un 8-5 ou un 9-4. Là, on va plus loin. On aime ce métier-là, on veut découvrir, on veut rencontrer des gens aussi, parce que ça paraît. C'est sûr que on est dans notre camion pendant 50 heures, 60 heures, 70 heures. Mais il y a des moments où on rencontre, toi tu fais beaucoup de LTL, donc on rencontre des clients, on échange, on parle. Finit par les connaître en plus. C'est ça, puis il y a des échanges, on échange de culture, l'échange dans d'autres langues, parce que nous on fait beaucoup d'États-Unis. C'est français, anglais, espagnol. Et puis des fois plus espagnol qu'anglais d'ailleurs. Plus espagnol qu'anglais, oui. Et ils nous aiment les receveurs quand on va... Oui, certains mots. On est privilégiés. Exactement, quand on parle espagnol. Ça l'aide. Donc c'est ça, c'est un peu ma vision. Pourquoi ils ont pris le terme ambassadeur? Ça m'intrigue, ça. Ben là, je pense que... pas me péter les bretelles un peu, parce qu'ils aiment bien l'image que je diffuse. Et puis ils aiment la façon dont je représente la compagnie, autant au niveau des professionnels de la route qu'au niveau de nos clients. Donc c'est quelque part, ils aimeraient bien dupliquer un peu David dans chacun des camions. Ça te tente pas? On parlait d'intelligence artificielle, mais là... J'ai mon petit David de poche. C'est ça. On va appuyer sur un bouton, on va en produire quelques-uns. Exact. Mais donc c'est ça. C'est en fait par rapport à... c'est vrai que le recruteur aussi a tendance à se projeter dans chacun des candidats. On veut qu'ils réussissent. Et puis on aimerait qu'ils réussissent et puis qu'ils se sentent bien aussi. Moi, ce que je veux... puis là, on revient par rapport au recrutement et puis par rapport même aux gens qui viennent nous voir dans le transport, par rapport au kiosque quand on est présent. C'est que je veux qu'ils se sentent à l'aise dans un métier. Et puis, dans mon entreprise, l'entreprise que je représente, que tu es ambassadeur. Mais qu'on n'ait pas de la survente de dire, comme je disais tout à l'heure, vous allez conduire pendant 10 heures d'affilée, puis vous allez voir, vous allez rien faire. Mais c'est pas ça, en fait. Puis de donner l'heure juste, en fait, aux candidats. L'heure juste aux candidats qui rentrent chez nous en lui disant, ben voilà, notre environnement, c'est ça. Ça permet aussi que tout le monde, c'est un mariage, en fait. C'est un match entre eux et nous. Pour que tout le monde soit heureux de dire, c'est pas ça que tu m'as vendu au départ.
Avant qu'on tombe dans... Parce qu'on a bien des sujets. Disons, on va aller pas mal de gauche à droite aujourd'hui, puis c'est vraiment le fun. C'est pour ça qu'on a des notes. Fait que, non, je ne suis pas sur mon cellulaire comme Carl en train de lire mes emails. On a vraiment un plan de match, moi et David, parce qu'on a beaucoup d'informations. Concrètement, Fuel, là, en quelques... Ben, prends le temps de nous expliquer qu'est-ce que Fuel. Est-ce qu'on dit Fuel, Fuel Transport ou Fuel? Alors, il y a différents fuels. OK, parfait. Donc, il y a Fuel Transport. Oui. Il y a Fuel Truck. Oui. Donc, moi, pour la partie recrutement, je suis chez Fuel Truck, Oui. Truck Inc., OK. où nous, on fait de la citerne en vrac, donc de l'alimentaire. Oui. Il y a Fuel Transport, qui est à la maison mère, en fait, qui existe depuis plus longtemps que nous, Oui. et qui a 20 ans, parce que l'année dernière, on a fêté les 20 ans de Oui. la compagnie, puis eux, ils font du courtage en voyage. OK. C'est tout par ici, hein, je pense. Oui. Ouais. Les sièges est basé à La Salle. Ouais. Fuel Transport et Fuel Truck sont tous les deux à La Salle. J'ai vu des publicités au Centre Bell, je pense, sur la bande ou un peu partout. Oui, tout à fait. Notre équipe marketing, il y a une loge également. OK. On y va tantôt, c'est ça? Okay. Et puis, en fonction des événements, les chauffeurs, des fois, sont invités également à venir. Bon. Il y a des tirages au sort qui sont organisés chaque année par rapport à ça. Donc ça, c'est la fonction. Il y a une fonction aussi d'entreposage. C'est d'ici complètement, là. Oui, oui. C'est bon. C'est des gens d'ici, c'est des gens de La Salle qui ont créé ça. Et puis, c'est une belle compagnie. On a vraiment créé du jour au lendemain. C'est ça l'image de marque, le marketing qui fonctionne, le noir et blanc. Oui. Je voyais ça, là, puis de mettre l'aspect sur le personnel. Je pense que c'est la clé. Là. Puis j'ai vu en plus, puis là, j'ai pas les détails exacts, là, je sors ça des boulamites, mais j'ai vu en plus que vous étiez impliqué beaucoup. Je sais pas si c'est au Montreal Children ou... Exactement. J'espère que je ne l'ai pas. Je sais que là, peut-être, je ne vais pas te mettre dans le trouble non plus en disant n'importe quoi. Là, non, mais... Robert Piccioni, notre directeur. J'avais vu une belle implication. Ça a donné $1 million à l'hôpital pour les enfants, ce qui est vraiment... Il y a toujours on cherche la culture dans l'entreprise, c'est vraiment de participer à la communauté. Exact. Donc, c'est dans des actions, Montréal, pour les enfants. C'est bon qu'on le dise parce que à la fois ce don important-là ou l'aspect que c'est vraiment des bâtisseurs d'ici. Parce que des fois, tu sais, le mot fuel, on s'en sert en français et en anglais, on aurait pu penser. C'est pour ça que je voulais que tu le dises, que ça venait d'ailleurs, mais c'est d'ici, c'est à La Salle. Donc, c'est une entreprise d'ici. Fait que ça, c'est important d'en parler. De féliciter les gens. C'est ça, exactement, d'être fier de tout ce qui part d'ici. Mais toi, tu n'es pas d'ici. Non, c'est pas vrai. Mais tu as un parcours, on va aller dans ton parcours. Oh, excellent, c'est ça. Tu arrives du vieux continent, tu es arrivé ici en 2008. Oui. Tu es arrivé en 2008, puis en 2011, bang, dans le transport. Oui. Ouais. Alors, est-ce que je vais faire un petit aparté? Oui. J'étais dans le marketing et la vente auparavant, quand j'étais en France, dans les télécommunications, dans l'éthique. Et puis, à un moment, je vivais à Lyon à ce moment-là, et puis, pour évoluer professionnellement, il fallait que je remonte à Paris. Puis ça me tentait pas trop. Donc, alors, un peu de Paris, on a passé 3 jours, on avait mal à la tête, là. C'est ça. Et donc, Paris est sympa, il faut pas y vivre à Paris. OK. Moi, je vivais en banlieue parisienne, donc c'était plus agréable. Mais quoi qu'il en soit, travailler à Paris, c'est toujours, ça peut donner des maux de tête. Donc, résultat, j'étais venu en 98 au Québec, puis en Ontario également. Donc, j'avais vraiment aimé. Et puis, à cette époque-là, j'avais failli partir déjà. Mais comme ma maman était tombée malade, je comprends. J'avais abandonné le projet. Puis là, donc, le projet est revenu. Pourquoi ne pas partir à nouveau au Canada? Donc, c'est pour ça que je suis venu. Là, on avait fait un peu de la survente à cette époque-là du Québec, du Canada, parce que j'étais allé dans des réunions qui étaient organisées par le Canada à Paris, puis à Lyon. Donc là, il m'avait un peu survendu la vie ici. Donc, j'ai eu je suis un peu tombé de l'armoire, un peu comme on dit chez nous. Mais j'ai réussi, on va dire, j'ai été gérant de magasin, j'ai fait du ski, j'ai fait plein de trucs. Puis quand j'ai toujours aimé le camion. En Europe, je regardais toujours les camions, mais sans faire le pas pour aller dans l'industrie. OK, parfait. Et puis, il s'est arrivé un moment où il a fallu que je paye mes factures. Je me suis dit, là, c'est un bon truc. Le timing est là. Je suis sûr que je vais avoir un job dans le transport. Et puis, je réalise un rêve d'enfant. Donc, je suis allé au CFTC. Bon, je m'étais inscrit en juillet, mais j'ai eu une place qu'au mois de novembre. Donc, novembre 2011, je pense. Et donc, j'ai eu la chance, il y en a qui disent non, de conduire en hiver, d'apprendre à conduire des camions en hiver. J'ai fait octobre à
je pense, avril, excuse-moi, octobre, non, mars. En tout cas, j'ai eu la chance de conduire en hiver. Ouais, je trouve que c'est une belle expérience. Ouais, Donc, ouais. à choisir, si vous avez à choisir, quand Ouais, je pense que c'était mars, février, CFTR ou à CFTC, si vous voulez apprendre à conduire, L'hiver, l'hiver, la session d'hiver est parfaite. ça c'est nickel. Vous allez galérer. Ouais. Vous allez avoir froid pour faire les rondes de sécurité, pour attendre vos petits copains qu'ils la fassent. 30 minutes. Ouais. Mais on apprend vraiment fort. Exact, c'est ça. Parce que la journée que, mettons, vous tombez sur du US, puis vous tombez sur la 87 en janvier, vous allez être content d'avoir quelques notions. Là. C'est ça. On n'apprend pas tout, mais on a une bonne base. Ouais. Donc là, je suis parti là-dedans. Et puis, normalement, c'était au début juste pour faire une transition, pour avoir le temps, parce que comme j'étais à ce moment-là directeur de magasin, j'avais envie d'évoluer vers Area Manager. Oui. Mais ça s'était pas fait. Donc, résultat, je me suis dit, on va continuer un peu, on va faire ça. On va s'amuser un peu. On va peut-être aller un peu aux États-Unis. Puis en fait, j'y suis resté toutes les années parce que j'en suis pas sorti. La piqûre. J'y suis encore. T'as vraiment aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Tu l'as jamais regretté? Non, jamais. Tu faisais quel type de transport, toi? Eh bien, j'en ai fait un peu différents types. J'ai fait j'étais sous-traitant pour Post Canada. OK. Donc j'avais une run de nuit qui faisait. J'étais basé à Lévis, en fait. Oui. Donc, je faisais Lévis, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Lévis, OK. dans la nuit. OK. Donc, on accotait le log. On avait un log papier. Ah oui, la belle époque. C'était magique. Et après, j'avais une route, toujours chez le même transporteur. J'étais allé faire de la Côte-Nord à Sept-Îles. OK. Donc, de nuit, pareil, mais là, ça me prenait toute la... OK. Je dormais 2 jours, puis je redescendais. OK. Puis j'avais 3 allers-retours. 3 zones de nuit. Comme ça. C'est ça. Donc, j'ai aimé ça. Ouais. De nuit, c'était... Bon, la route de Sept-Îles était quand même assez... c'est du sport. Oui, c'est du sport. Quand t'es pas habitué, bâtonner, on bâtonne pas mal. Oh, oui. L'avantage, c'était du léger, donc ça allait. Puis après, j'ai fait du hors-norme aussi. Ah oui, t'as fait du hors-norme? On a perdu cette route-là avec le client. OK. J'ai fait du hors-norme également. Est-ce que tu as aimé le hors-norme? Parce que ça, c'est beaucoup de monde qui m'en parle dernièrement, qui veulent faire du hors-norme. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une amie qui m'a appelé, je n'aimerais pas son nom pour pas la mettre dans le trouble, là, mais qui m'a dit qu'elle s'enlignait peut-être faire du hors-norme. Je vois beaucoup de gens qui sont attirés vers ça, des belles compagnies là, comme Bellemare puis tout, qui proposent ça. Là. Bon, je vais faire une petite par rapport à ça. Justement, on cherche quelqu'un pour faire du hors-norme. Pour vrai? Oui. Ah, pour vrai? Ben, oui. C'est le temps, on va vendre la salle. On fait du hors-norme. On a un contrat que, pour l'instant, Fuel Transport fait. Oui. Mais on a un contrat que nous, on reprend chez Fuel Truck pour faire du hors-norme. C'est pas un gros. On a un long hors-norme et puis un plus petit. OK. Et pour l'instant, et puis on peut prendre un junior par rapport à ce hors-norme. Voilà, oui. Donc, puis l'avantage, c'est que comme j'en ai fait, ça permet que je peux assurer la formation. Appelez-les, ton numéro, c'est quoi? On va dire chez Fuel, on va sur Fuel? Ouais. On va sur Fuel. Super, OK. Et donc, et puis après, vous avez mes coordonnées. De toute façon, elles sont visibles sur ma page Facebook. Oui, OK, parfait. Oui. David Antoine Pro, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. OK, fait que tu as fait du hors-norme. Là, on continuait dans ton cheminement. Après le hors-norme? Là, après le hors-norme, mais là, je suis perdu parce que... Puis après le hors-norme, mais comme là, du coup, c'était saisonnier. OK, je comprends. J'ai dû m'orienter vers... là, tu posais la question par rapport au hors-norme. Oui, c'est intéressant. Oui, excuse-moi, on a dérapé. Là. Et puis aussi, pourquoi j'étais parti, c'est parce qu'il y a beaucoup de temps arrêté, des fois, dans le hors-norme, avec des escortes. Donc, des fois, on prend un peu trop de temps. Donc, résultat, ça, plus le fait que c'était saisonnier, pour ma part, je faisais pas partie j'étais en bas de la liste d'ancienneté, donc c'était pas moi forcément qu'on appelait. Donc résultat, je suis parti à faire du US. OK. Avec US? Avec le directeur des opérations qui m'embosse actuellement. Les belles années quand c'était pas 68 sous le dollar canadien, là? C'était non, c'était pas. Ben, moi, je vivais à cette époque-là à Trois-Rivières. OK. Et j'allais travailler à Montréal pour être transporteur, c'était plus intéressant. OK. En tout cas. Oui. C'était ça. OK. Et donc, c'est là où j'ai commencé. On faisait un peu. Là, j'ai fait beaucoup de co-tests. Oui. C'était que du full load, mais dans des endroits fort. Enfin, ça m'a On se demande à quoi ils ont pensé. Genre New York, New Jersey, Philadelphie. Tu finis par t'habituer, mais les premières journées sont un peu rough sur le gros. C'est rough un peu. Surtout avec un slipper. Et puis, c'est épouvantable. On a reçu une camionneuse il y a un an, Jenny Nicolas, qui était venue au podcast, qui me racontait qu'à Philadelphie, il fallait qu'elle appelle la police pour que la police tasse les véhicules parce qu'ils stationnent en plein milieu de la rue à Philadelphie. Parce qu'il manque de stationnement. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les chauffeurs côte-est. C'est une grosse job. Grosse job. Là. Et ce qui est marrant, c'est que dans les entreprises, toujours, on va faire commencer les chauffeurs US par la côte Est. C'est-à-dire que par l'endroit le plus difficile qui puisse exister. Tu regarderas chez tous les transporteurs, chez qui j'ai travaillé, t'étais débutant, va faire la côte Est. Wow. Parce qu'en fait, les plus anciens préfèrent aller vers le Midwest. La belle vie. C'est ça, les grands espaces où les clients ont de la place. Dans bizarrement,
Nous, tu débutes et puis t'as pas d'espace. Des fois, t'as même pas la place de mettre droit la remorque au quai, mais en tout cas. Tu as le goût de prendre l'avion et t'en aller chez vous. Ouais. Donc, non, c'est des Ouais. belles. Non, ça a été une belle expérience. Donc, maintenant, on est capable, blindside, de reculer n'importe où un camion. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool. Après ça se poursuit. Tu as fait la côte Est. Donc, On est rendu à quelle année, là, à peu près? Ça, c'est 2014 jusqu'à 2016. Oh, quasiment 10 ans. Ouais. Non, 2016. OK. 2014, 2016. Ouais. Ah, OK, excuse-moi. Non, mais je pense que ça fait déjà 10 ans. Là. Déjà, Oui, ça va ça vite. fait Hein? déjà 2 ans, Ouais, 10 ans dans ce sens-là. Après, j'ai fait une escale dans les Forces armées canadiennes. Donc, une année, j'ai fait l'école des officiers. Donc, après, je suis ressorti. Là aussi, ils avaient survendu le projet. Donc, Ah oui, c'est souvent ça. Ouais. donc je suis ressorti à la fin de la formation pour revenir encore avec mon directeur des opérations, mais là, cette fois dans une autre compagnie, la compagnie que je suis actuellement. Ouais. Et donc là, j'ai fait chauffeur. Après, j'ai acheté mon camion, donc j'ai fait chauffeur propriétaire. Ouais. Et pour des différences de point de vue, je suis parti dans une autre compagnie faire chauffeur propriétaire. Et puis... Les différences de point de vue font pas des mauvais amis non plus, tu es retourné. Non, exactement. Des fois, on peut échanger. Ce qui est intéressant, dans tous les métiers, que ce soit pas forcément le transport, mais ce qui est intéressant, c'est de donner son point de vue. Il y a des façons de donner son point de vue, exact. évidemment, d'échange. Puis après, ça permet les gens comprennent, en fait, de dire, OK, je comprends ta position. Puis, bien voir. Puis on se reparle. La porte est ouverte. C'est ça, on s'est toujours reparlé durant toutes ces années, même avec les gens avec qui j'ai arrêté de travailler. On s'est toujours reparlé, on a gardé. Le transport, c'est un village. Oh oui. Tout le monde se connaît, on se retrouve tous à un moment donné, on se recroise à des postes différents. Exact. Chez les transporteurs différents. Donc, c'est important de garder toujours de bonnes relations dans son travail parce que c'est... Je le vois plus, moi, avec les salons. Il y a certains clients qui sont récurrents. Il y en a d'autres qui viennent, mettons, qui espacent, ou il y en a des nouveaux qui ne reviennent pas. Il y en a qui viennent une fois ou 2 ans. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps une dynamique différente. Mais on les reconnaît et les gens se parlent entre eux. Et des fois, comme un peu au hockey ou au foot chez vous, ils ont juste changé d'uniforme. Ouais. Ça arrive. Et des transferts. Oui, des transferts, exactement, des échanges de clubs. Tu sais, mais c'est le fun parce qu'au final, ça reste les mêmes personnes, les mêmes passionnés. Puis, on finit par se connaître. Tu sais, moi, l'autre fois, mon téléphone sonne, c'était une recruteur d'une compagnie à Québec. Hey, tu connais tel nom? Oui, je connais. Puis, tu le prends-tu? Je dis, ben oui, saute dessus. Si tu as appelé vraiment, tu sais, parce qu'on finit aussi à connaître les gens, même sur les médias sociaux avec leur attitude. Oui. Tu sais, ça, c'est une autre. Ça, c'est. Médias sociaux, c'est une. Bon, on n'embarquera pas là-dedans. C'est une mine de renseignements, des fois. Là. Oui, qui, normalement, on n'a pas le droit d'y accéder. Exact, mais c'est public. Mais c'est public, donc... C'est une belle carte de visite. Oui, exactement, c'est une belle carte de visite. Mais c'est justement sa double tranchant. C'est que ça peut être une belle carte de visite, comme ça peut être... Ça peut jouer des tours. J'ai déjà pas été correct pour me taper ses doigts, puis c'est normal. Là. Donc oui, c'est ça. Aussi, fait que là, tu es parti, des points de vue différents, tu vas travailler ailleurs, et après ça, là, ça change un peu. Là. Oui, parce que là... C'est un grand move, je trouve. Là. Après, c'est qu'une histoire de... ça, c'est l'avantage du transport, qui est une industrie qui évolue, qui est vieillissante aussi, malheureusement. Et donc, il y a des opportunités qui se créent dans cette industrie-là. Et bon, là, raison personnelle, mon papa qui est malade. Donc là, du coup, j'ai un ancien prof du CFTC qui me dit, pourquoi tu postulerais pas? Donc, j'ai postulé, j'ai été pris comme enseignant. J'ai fait une mission chez Sassibi avec les CRI, qui a été une belle expérience. Ouais. Tu t'es rendu au Nunavut? Non, c'est le nord du Québec, mais vraiment le nord, c'est à la limite du Nunavut. Donc, OK, parfait. C'est le dernier village CRI, en fait, communauté CRI. C'est près des équipements d'Hydro-Québec. Donc, on peut y aller en voiture, mais c'est en voiture, c'est 16 heures de pick-up à peu près. OK, c'est rapide, au milieu, puis remonter. Donc, non, ça a été une belle expérience. Pourquoi tu as dit oui? Alors là, ça va revenir par rapport à un peu pourquoi je suis recruteur. Oui. C'est transmettre la passion. OK. Parce que là, c'est un défi, là. Oui, alors, j'ai été moniteur de ski. Oh. Donc, je sais pas pourquoi je pense au film Les Bronzés. Les Bronzés, oui. Alors, j'ai fait cette blague-là parce que sur mon Facebook, j'avais mis l'histoire de... Excuse-moi, c'est un cliché plate, là. Mais non, mais c'est vrai. Moi, elle est bonne quand même. Ah ouais. OK, merci, Fio. Donc, moi, j'ai une dimension... Ça m'est venu un peu aussi parce que quand j'étais gérant de magasin, les conseillers à la vente m'appelaient coach. OK. Parce que j'ai une dimension de former les gens
J'aime les accompagner, les faire monter en compétences. Comme tu disais tantôt, là, puis ouais. Puis je suis un passionné par rapport à ça, la relation humaine, faire grandir les gens. C'est ma passion, c'est faire grandir exact, les gens. ouais. Pardon. Et dans ce métier de formateur qu'on a au CFTC, enseignant, Ouais. c'est transmettre la passion. OK, on va les former, on va leur dire, OK, ça va green, je vais synchroniser les vitesses et autres, mais c'est aussi, on va leur donner notre culture ou notre vision du transport. C'est leur donner, faire attention aux gens, d'être prévenant avec les autres usagers, être prévenant avec les clients. C'est cette dimension-là qu'on doit leur transmettre. Et c'est cette passion-là que j'aime. C'est pour ça que je me voyais bien dans ce métier-là d'enseignant. Je comprends, ouais. Parce que c'est permettre j'ai des valeurs par rapport Oui. au travail, mon professionnalisme, Oui. par rapport à comment conduire sur la route, comment se comporter par rapport aux autres usagers. Oui. Et je me dis, c'est important de transmettre cette valeur-là aux gens qui rentrent dans le métier. Il y a des gens qui rentrent dans l'industrie, qui sont pas des passionnés, qui disent, moi, c'est comme une job. Mm-hmm. Moi, j'accepte ça. Oh, oui. On a des responsabilités. C'est des visions différentes, ouais. Qui sont importantes parce que, OK, on va mettre la clé dans le contact et puis on va faire nos affaires, mais on a une responsabilité quand même qui est importante parce qu'on est capable, avec notre instrument de travail, de tuer des gens. Faut le dire. On est capable de faire ça. Exact. Donc, c'est de faire prendre conscience aux gens qui vont travailler, qui vont prendre la place à gauche, là, qu'ils ont ce risque-là. Donc, d'être conscient de ça. Mais après, c'est un tellement beau métier qu'on fait, que ça soit un chauffeur local, que ça soit quelqu'un qui va simplement déneiger, mais c'est un beau métier qu'on fait. C'est magnifique. On peut rencontrer des gens, c'est passionnant. Et c'est ça que je voulais essayer de faire je vais faire comprendre aux étudiants, puis transmettre ma passion. Là-bas, là, je retourne quand tu as été aux limites du Québec et du Nunavut, là. Tu allais donner quel genre de formation? Parce qu'ils font pas du transport comme nous là-bas. Je ne dis pas des 53 pieds. Alors là, les cris sont impressionnants. Là, le cours, en l'occurrence, c'était par rapport à des camions bennes, en fait. Okay. Ils allaient faire du transport. Mais ils ont des classes 1 également parce qu'ils ont une compagnie de transport. Il y a une compagnie de transport qui est à eux, en fait, qui permet de les livrer, du moins de récupérer de la nourriture à Toronto, puis à remonter dans les différentes communautés qui sont toutes autour de la baie du Tson. Donc, ils ont une compagnie d'aviation également. Donc, eux, vraiment, les CRI, c'est une communauté fort intéressante ils investissent beaucoup dans leur communauté, dans des formations, parce que là, c'est la communauté CRI qui paye la formation aux gens de la communauté qui paye en fait le CFTC ou le CFTR. C'est une expérience en voir, parce que c'est un autre mode de vie, là. Je veux dire, c'est d'autres. En fait, c'est pas une question de mode de vie, c'est d'autres valeurs. En fait, ça doit être une expérience. Moi, c'est une immersion qui doit être assez spéciale. Là. Il y a un accueil à partir du moment où on est ouvert à leur culture. Oui, exactement. Je cherchais le mot, mais c'est ça, oui. C'est des gens formidables. Il y a des gens qui m'ont dit quand j'allais partir là-bas, tu vas voir, les gens sont pas à l'heure, ils s'en moquent de trucs. En fait, c'était pas vrai. Les gens étaient tout le temps à l'heure avec moi. Et à partir du moment où on aide, les gens de la communauté, ils vont nous aider. Par exemple, il y en avait un qui avait un problème avec sa voiture. Ben là, donc du coup, il avait passé la voiture à sa femme pour qu'elle puisse aller faire autre chose, pour s'occuper des enfants. Donc, il pouvait pas venir au cours. Mais moi, ce que j'ai dit, OK, on va prendre le camion puis on va le chercher. Donc, il m'a donné son adresse, on est allé le chercher. Donc, du coup, il y a une confiance, en fait, qui se crée entre eux et nous. Faut pas oublier que nous, on arrive, on est le blanc. En plus, on va dire dans l'histoire. Dans l'histoire, on est arrivé ici comme des. C'est ça. Moi, j'ai mon petit drapeau tricolore sur la tête, en plus. Donc, mais c'est ça qu'on a fait, là. On ne se fera pas de cachette, là. Donc, à partir du moment où on est ouvert, et puis on s'intéresse à eux, puis on s'intègre, automatiquement, les gens vont être ouverts, et puis vont nous rendre cette confiance-là, et on va réussir à construire quelque chose avec eux. C'est formidable parce que ces gens-là, c'est des gens avec qui j'ai des échanges sur Facebook, alors que ça date de 2022, je pense. Encore, oui. Puis ils me textent pour prendre de mes nouvelles. Alors que c'était des étudiants que j'ai eus pendant 6 semaines. En fait. Es-tu le même genre d'enseignant que tes recruteurs aujourd'hui? Je pense que je suis pareil dans la vie, en fait, que je suis dans mon travail. Donc, il n'y a pas deux David, en fait. David, il est pareil partout. Aussi passionné. J'ai parlé avec quelques profs, j'ai parlé avec Valérie, j'ai parlé avec Michel Beaulac, d'autres enseignants au cours, c'était Sylvain, au cours des 75 derniers podcasts, là, je ne sais plus combien de chiffres on est rendu, mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est la passion de transmettre
son amour du métier. Je dis tout le temps aux nouveaux, mais c'est des jeunes et moins jeunes parce que moi, quand j'ai suivi mon CFTR, je pense que c'est dans les mêmes années que toi, j'avais 2 messieurs qui avaient 60 ans passés. Là. Le transport n'a pas d'âge. C'est le métier qui est attirant. Là. On a vu toutes sortes de personnes devenir camionneurs. Là. Vraiment. Là. Moi, j'arrivais d'un bureau, toi avec. Là. Oui, c'est ça, c'est qu'on on est tous les deux, comment dire, deux exemples, en fait, qu'on n'est pas forcément des gens qui viennent depuis 18 ans. Je comprenais rien au début quand j'ai commencé, là, le moteur, puis tout. Puis pour vrai, là, j'avais travaillé pendant 14-15 ans dans un 911, là. Moi, là, ça a été rough, là. Ça a été rough. Il y a un invité qui est venu, Raymond Roy, qui est un ancien curé, qui est devenu camionneur, qui avait fait le CFTR avec moi en 2011, 2010, 12, je ne me rappelle plus. Puis les deux, on s'était aidés beaucoup dans ces mois-là parce que c'était nouveau, là. Moi, je ne comprenais rien, mais c'était quoi? Le turbo, puis tout le kit, puis le compresseur, puis tout, là. Les boosters, la chambre à air. Ben oui, je comprenais rien. Ben, j'ai fini par comprendre, tu sais, j'ai pas nié ça à temps plein, là, mais tu sais, je te dirais que les débuts, j'ai eu un peu peur. Ben, je me disais, dans quel tourbier je me suis lancé? Mais j'ai dit, on va foncer. On lâchera pas. Puis regarde ce que ça a donné. Derrière un micro. Voilà. non, mais tu sais, j'étais encore sur la route, puis je suis passionné par ça, tu sais. Mais c'est gros, là. Ouais. C'est ça qui est le fun de voir des gens comme toi transmettre. Même si tu es au CFTC, tu n'es pas là 10 ans, tu peux être là 1 an, 2 ans. Tu sais, ça, c'est des parcours de vie, là. Juste le fait d'avoir transmis ça, pour moi, tu dois trouver ça le fun aussi, là. Ouais. Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, que j'aurais continué, en fait. Ouais. Puis en fait, Fuel n'était pas revenu me chercher. Ils sont venus te chercher. Ils s'ennuyaient. Ils ont vu mon nom passer, ils ont fait pourquoi on ne le reprendrait pas comme formateur, recruteur. Puis là, on revient au début du podcast. Voilà. Exact. Ils sont venus te chercher, puis... Donc voilà, j'ai commencé. Parce qu'en fait, c'était l'image que j'avais. Ils m'avaient aimé comme chauffeur et chauffeur propriétaire. Ils avaient aimé ma dynamique. Donc, ils s'étaient dit que c'était une bonne idée peut-être de m'avoir à leur sein pour retrouver des gens, pour former, pour qu'on ait des chauffeurs professionnels, qui deviennent encore plus professionnels. Ouais. Donc, c'est important. Toi, quand tu te couches le soir, là, ou quand tu vas écrire le livre de ta vie, là, un jour, David Antoine, biographie, ça va être quoi que tu vas... C'est quoi que tu veux qu'on se souvienne... Là, je parle... C'est quoi que qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi dans le métier du transport? Comme quelqu'un qui aimait ça ou quelqu'un qui avait soif de monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en tant que recruteur? Ça, c'est une bonne question. Oui, je la pose à tout le monde, puis les gens ne savent jamais quoi répondre. Là, c'est par rapport à surtout que... Parce que tu as touché à plusieurs aspects. C'est ça, mais je pense que ce qui est important, c'est que, en fait, nos dimensions, la force qu'on a de venir d'une autre industrie auparavant, c'est d'amener justement une autre dimension au transport. Puis d'essayer de faire avancer le transport, lui donner une autre dimension au transport. Plus que d'aller simplement de transporter des boîtes d'un point A à un point B. Mais il y a aujourd'hui, nos contraintes en tant que transporteur, elles sont énormes. Elles sont sécuritaires, elles sont au niveau des réglementations, financiers parce qu'on a la grosse pression des expéditeurs qui veulent faire de plus en plus d'économies, les équipements qui sont de plus en plus chers et puis l'entretien qui est de plus en plus cher parce que les coûts augmentent de chaque côté. Les pressions environnementales aussi. Les pressions environnementales, donc avec les contraintes liées par rapport aux émissions. Et puis ce que ça entraîne pour le transporteur de dire, OK, si demain je dois passer tout à l'électrique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Donc, ce qui fait que là, on est obligé de... La dimension, elle est complètement différente. Donc, il faut aller chercher dans l'expérience de chacun extérieur pour être capable de nous faire grandir. Le chauffeur, par exemple, le chauffeur professionnel, et puis j'aime jamais insister sur professionnel. Parce que souvent... en tant que chauffeur, souvent, on veut se faire reconnaître comme un professionnel. C'est vrai qu'on est des professionnels de la route. Oui. On n'est même pas reconnu, mais on l'est. C'est ça. Mais par contre, pour être reconnu, il faut aussi que le comportement de l'ensemble de notre population ait un comportement professionnel. Beaucoup de travail à faire. C'est là où, justement, nous, on rentre en ligne de compte, où là, vous faites un boulot énorme avec Envelope Québec parce que vous avez changé de pignon, comme si on fait du vélo, vous avez changé de braquet, en fait, par rapport à la communication en interne, vers l'industrie, mais vers l'externe. Ouais, c'est l'externe qui me surprend le plus. Et c'est ça qui est important, c'est que l'image qu'on diffuse, et puis l'image qu'on se doit de diffuser, c'est qu'en fait, les gens qui sont derrière le volant sont des gens professionnels. C'est des individus qui ont des responsabilités, parce que souvent, on ne nous voit pas, on dit, bah oui, mais il a freiné trop tard, ou il braque mal, ou il conduit mal. Il y a un paquet de facteurs, là.
Mais parce qu'en fait, il y a des contraintes. Il y a des contraintes liées au matériel, il y a des contraintes liées au poids qu'on a, qu'un camion, ça se conduit pas comme une voiture, qu'il y a toute la contrainte réglementaire qui est derrière, la puissance des camions. On démarre pas d'une côte aussi rapidement qu'une voiture. Ou tout à fait, exact. Tout ça, c'est cette dimension-là que c'est important de faire prendre conscience aux gens, et puis aussi qui est important de faire prendre conscience au chauffeur. Que s'il veut être professionnel ou labellisé professionnel, il faut que lui connaisse correctement les réglementations, correctement les poids, par exemple l'arrimage, le poids, les choses, que ça lui passe pas au-dessus de la tête en disant « Oh, c'est pas grave, ma ronde de sécurité, là, j'ai tapé, c'est mon petit pneu, là. Allez, la dernière fois, hier, ça a roulé, je remonte dedans et puis je perds un essieu ou je perds un pneu. » ou je quelqu'un. C'est ça. Donc, c'est ça qui est important que tout le monde prenne en compte, et que notre expérience différente fait que des fois on est capable de mettre le doigt sur quelque chose en disant ben là vous faites pas attention à ça, mais là dans une autre industrie c'est vraiment important, donc il faudrait que nous on fasse pareil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, par exemple, chaque année, nous, on fait des formations arrivées à l'hiver. Souvent, on réunit tous les chauffeurs en petits groupes. Et puis, l'année dernière, par exemple, je prenais dans l'industrie, en fait, par exemple, pour avoir l'aviation. D'accord. On apprend des erreurs des autres. D'accord. Parce que le leitmotiv, c'est de dire on ne vit pas suffisamment longtemps, il n'y a pas suffisamment de temps dans une vie pour avoir toutes les expériences ou rencontrer tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, on apprend de tous les problèmes des autres. Donc, quand il y a dans l'aviation un problème, un accident ou un incident, on regarde, on tire des conclusions, puis on se dit, OK, il faut corriger telle affaire. Et puis, tous les gens de l'aviation apprennent ça. Dans le transport, moi, j'ai remarqué il y a un accident, on s'en fout un peu. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait des vidéos de nos camions, en fait, qui étaient impliqués ou qu'il leur arrivait quelque chose qui, la créativité des voitures. On est poli en tabarouette, là. donc de montrer ça aux autres, tu dis, ah oui, ça, j'avais vu ça, ou ah non, j'avais pas vu ça. Donc, et des échanges qu'a le groupe de chauffeurs permet tout le monde grandit, en fait, de ça. Et puis, c'est ça, c'est important de partager l'expérience. Pas que dans le chialage gratuit, mais de dire, OK, mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cet incident-là? Ou comment on aurait pu anticiper? C'est vrai que des fois, c'est super chiant de conduire un camion, de se faire couper, de se dire, je veux mettre le minimum d'espace avec la voiture parce que j'ai pas envie de me faire couper. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Il faut dire, OK, on va prendre 30 minutes de plus, mais on va garder de la distance parce qu'on sait qu'on va être coupé. Puis ça va éviter l'accrochage parce qu'on sait que ça va accrocher à un certain moment. Comment je pourrais dire ça? OK, on peut aller, on va. Mais en fait, tu vas effleurer un sujet qu'on va finir tantôt, là. Mais toi, tu as vu, tu sais, toi puis moi, on a le même parcours, le même laps de temps dans le transport. On est arrivé en même temps. On était à la même date aujourd'hui. Fait qu'on peut parler de certaines choses, mais on n'a pas vu l'avant. Des fois, je parle avec des chauffeurs qui ont vu ça depuis les années 90, 80, puis il y en a encore 70. Il y en a encore. En ce moment, là, tu trouves-tu que dans les 15 dernières années, on a été témoins de ça, trouves-tu que ça a un petit peu dégradé, le transport? Peut-être pas en qualité. On ne va parler pas des chauffeurs, parce qu'il y en a encore, qui sont encore très excellents, mais en termes de sécurité, de méconnaissance, d'absence d'appui gouvernemental, trouves-tu que ça l'a vraiment dégradé? Oui. Faut pas avoir peur de le dire, là. Ouais. Je pense que justement, moi j'étais fier d'avoir fait le CFTC. Parce que comme j'avais aucune expérience dans le transport, je me suis dit, je vais me donner les moyens d'être un bon professionnel. Je pense que c'est tout le monde dans la démarche doit être. Parce que c'est bien beau d'avoir le classe 1, de dire OK, parce que le classe 1 en 20 heures, je pense que légalement, on est capable d'avoir. Ça achève, mais c'est ça. C'est ça. Après, on va regarder dans le texte. C'est le projet de loi 48, je pense, là. Qui vont nous prendre qu'est-ce que c'est la réglementation ou le détail de la formation. Exact. On le sait pas, mais. Donc, des bonnes idées, mais on ne le sait pas encore. Là. C'est ça, exact. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, là, en 20 heures, il y en a qui sont capables d'avoir le classe 1. D'accord? Est-ce qu'en 20 heures, on est capable aujourd'hui de conduire un camion de façon sécuritaire? À moins d'un Superman ou d'un gars qui arrive d'une famille, non. C'est impossible. Déjà, il y en a les anciens disent vous avez fait le CFTC ou le CFTR, vous connaissez pas plus. C'est vrai que même au bout de 4 mois, c'est quand même mieux. Je te confirme, OK, on y va. Moi, je te confirme, quand je suis sorti du CFTR, j'étais pas prête je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Et les accompagnements que j'ai eus ont été pratiques. Et ça a pris minimum 1 an et demi, 2 ans avant que je me sente très, très bien dans mon métier. Là.
tout à fait. Ah oui. Il faut en faire du millage pour réussir à être capable d'être compétent et des fois, je me sens trop bien, puis je ralentis. Ben, je ralentis dans le sens que je baisse mes attentes un peu, parce que si ça va trop bien dans ma tête, c'est là où je peux commencer à prendre des choses un peu trop pour acquis, puis j'aime pas ça, là. Ouais. Je suis d'accord qu'on baisse la garde quelque part. Oui, exact, c'est ça. Et puis c'est là où, des fois, ça lui peut nous arriver. Mais justement, par rapport à la qualité, on parlait, du moins, si on revient juste à cette notion de... Remets-moi à l'ordre, je dérape un peu. Non, ça m'arrive aussi de partir. OK, c'est bon. on zigzague. Oui, exact. Et on fait du ski, en fait. Oui, c'est ça. On fait de la godille. Ouais. Donc, c'est vrai que là, déjà, on a un stade supérieur avec le CFTC. C'est la raison pour laquelle je l'ai faite, parce que je trouvais que ça nous donnait une meilleure base. Ouais. Parenthèse, c'est pour ça aussi que je suis reparti à l'université, parce qu'en tant que recruteur, je me suis dit, OK, j'avais eu des cours, j'ai fait l'université quand j'étais en France également, mais j'ai essayé de nous donner d'autres outils, en fait, pour être meilleur dans ce que je fais, autant dans le recrutement que dans la formation. Puis dans le transport, c'est pareil. Dans notre métier, en fait, en général, c'est bien de se reposer des questions, de se dire, OK, je suis arrivé à tel stade, qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Puis là, dans le camion, c'est pareil, c'est de se dire, OK, ben, j'ai mon permis, j'ai mon classe 1, j'ai ma formation CFTC, mais comment je peux faire pour être encore meilleur? Donc, il faut toujours se documenter, il faut toujours se renseigner sur ce qui est fait, sur les incidents qu'il y a, sur les risques qu'il y a pour anticiper, pour être encore meilleur dans ce qu'on va faire et pas simplement rester assis, monter dans son camion. Puis je comprends. Conduire. On le voit que les règles, nous, on essaie de faire... pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les règles évoluent. Là, je le vois, en fait, par rapport aux infractions qu'on peut avoir dans le transport. Oui, tu as une vision de ça, là, Quand, par exemple, on a eu notre formation, et puis quand on fait le classe 1, on fait la ronde de sécurité, et puis on a tous les points qu'on a appris dans le livret à passer, on passe le quart d'heure, normalement, à faire tous les points. Normalement, on parle de visuel, auditif. Yes. Let's go, on monte dans le camion, on s'en va. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les infractions qu'on reçoit, il faut toucher les pièces. Maintenant, les agents que ce soit le DOT ou le contrôleur routier, commencent à toucher les pièces. Ah, ça vibre. Quand vous regardez dans la règle 2.4, vous devez voir que ça ne doit pas vibrer pour le risque de partir. Hop, ticket. Hop. Ils sont bons là-dessus. Et là, on commence on commence à sortir à une autre dimension. Ah oui, mais on fait comment pour savoir? Donc nous, en interne, par exemple, on forme, dès qu'on a des choses qui nous arrivent, on avise, on vient mettre une connaissance supplémentaire pour leur dire, vous limitez pas à ça parce que en fait, on se trouve dans cette situation-là. Puis il faut pas comment dire, c'est lâcher la garde toujours, un peu, là. Mais c'est ça, baisser ou s'asseoir simplement sur ses lauriers en se disant, de toute façon, moi, j'ai fait la règle telle qu'on me l'a expliquée, puis merci, bonsoir. Il faut aller plus loin. Déjà, pour soi, quand on est face aussi au DOT, parce qu'on est responsable en tant que chauffeur, on représente l'entreprise aussi qui va être pénalisée, mais nous, en tant que chauffeur, on va être responsable. Donc lui, il va nous donner un ticket. Le nom, parce que souvent, on passe toujours au même endroit. Donc là, le gars, il est habitué en fait à nous voir. Donc il voit le nom sur le camion, il nous reconnaît. Ah, bah Francis, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Viens faire un tour, on va aller voir ça. On va voir tes vis. Exact. Ou inversement, il nous connaît, puis il se dit, OK, non, lui, ça sera pas payant de l'arrêter. Au revoir, il nous fait un petit geste de la main et puis il nous laisse partir. Et c'est ça qui fait notre professionnalisme, qui fait qu'on est capable d'amener l'industrie, chaque individu, capable d'amener l'industrie au stade supérieur. Et là, on revient à ta question de départ, c'est où va l'industrie aujourd'hui? Moi, de ma fenêtre, l'industrie est en train de... Dérive ou? Oui, dérive parce que il y a différents aspects. Il y a, de par le manque de... Alors, le faux manque, en fait, le pénurie de main-d'œuvre. Oui, j'aime ça. Je voudrais t'entendre là-dessus parce que tu es pas mal là. C'est... en vrai, il y a beaucoup de gens je sais plus le chiffre, je pense qu'il y avait 1 million de permis de conduire de classe 1 qui étaient disponibles, en fait, qu'il y avait des gens au Canada qui avaient le permis, mais il y en a quand même pas autant qui conduisent. Parce qu'en fait, l'industrie a écœuré ces gens-là. Ouais, t'as pas de centre, là. Et parce que c'est vrai que c'est pas une vie facile. En même temps, il y a des gens qui vont au classe 1, qui sont allés au CFTC. Moi, je me souviens, à mon époque, il y a plein de gens à la première année, sur les 27 qu'on était au début de la classe, là, à la première année, il y en avait 5. À la fin de la première année, il y avait 5 qui sont dans l'industrie. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 4 de ma classe. C'est quand même... Sur les 27. OK. OK. D'accord. Ouais. Donc, et puis, c'est ça, la première année, c'est 5. Donc après, les 4 qui sont restés, donc les 5 qui sont restés quasiment, sont restés les années suivantes. Oui, mais il y en a quand même 15 qui non. Donc eux, ils ont quand même le classe 1, mais ils ne sont pas partis dans l'industrie. Ou ils ne sont pas restés très longtemps. La première année, souvent, il y a un écrémage qui se fait. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'ils se sont fait une illusion, et ça, c'est l'important
que nous, on a, de donner leur juste par rapport à ce que c'est réellement le transport. C'est pas forcément tenir un volant et puis partir en Californie et puis rouler que de jour. Des fois, c'est ça, mais pas souvent. Il y en a qui roulent de nuit, il y a ceux qui reviennent de jour et ainsi de suite. Donc, il y en a qui vont rien voir pendant les 2 premières semaines. Ouais. Mais et puis il y en a qui vont faire que de la ville et puis du doc à doc et puis ils vont transpirer leur vie pendant ce temps-là qu'ils vont pas forcément aimer. Donc ça, c'est de replacer un peu le métier. Mais donc la fausse pénurie, c'est est-ce que l'industrie offre suffisamment des salaires suffisamment hauts pour attirer les gens ou les garder? Après, moi, je suis mal placé pour le dire parce que je n'offre pas forcément le salaire le plus intéressant, mais parce que moi, j'ai la pression économique de mes expéditeurs qui disent ah ben oui, mais vous êtes à tel tarif-là, mais moi, si je vais chez l'autre côté, là, je traverse la frontière, je vais chez C'est le nerf de la guerre présentement. C'est 2 fois moins cher. Ouais. Donc, résultat, c'est là aujourd'hui, on joue pas à armes égales. Nous, on essaye au Québec, parce qu'on est les 2 seules écoles de l'Amérique du Nord. Oui, tout à fait, on est un modèle unique. À avoir ces formations-là de 4 mois, où on sort avec des gens qui ont vu la réglementation, que ce soit les heures de service, mais l'arrimage, le poids, qui ont travaillé dans les cours, on leur a donné une vision plus profonde du métier, contrairement à d'autres où ça va être la classe 1, elle est donnée dans une cour arrière du transporteur, et puis que ça va être fait en 20 heures en max, voire moins que ça, à des gens qui ne connaissent pas les conditions météorologiques. Ah non, c'est vrai. J'ai un beau rôle parce que, bon, en France, je connaissais dans la neige parce que dans les montagnes aussi, donc ça allait. Mais il y a des gens qui n'ont jamais connu la neige ou qui n'ont jamais connu les montagnes que nous avons et qui vont être responsables de 38 tonnes ou de voire 69 ou de 50 un peu ce qu'on voit à Brampton puis le scandale qui est sorti à Radio-Canada. Et qui ont une façon de conduire qui est différente que la nôtre, que nous, on a du mal à percevoir parce que pour avoir déjà conduit là-bas, eux, ils ont un principe que je sais pas si j'ai pas entendu sur tes podcasts si des gens ont déjà parlé, mais par exemple, tu as une route à 2 voies, à double sens. Okay, il y a toujours sur les bas-côtés, je parle pas des chemins en terre éloignés, d'accord? Il y a toujours sur les bas-côtés genre 2 autres voies qui pourraient ressembler à nos bandes d'arrêt d'urgence. Okay? Donc, mais tu as 2 voies en contresens. Là, il y a un principe, c'est que des fois, si le gars d'en face, il a doublé, alors oubliez que la ligne continue ou pas. Hein. Si le gars d'en face double, toi, tu te dois en face de sortir de ta voie et te mettre sur le bas-côté pour le laisser passer, Même s'il est en faute, là. Oui, exact. C'est toi qui es en faute parce que tu es resté sur ta ligne. Quoi. Donc, des fois, tu as le gars en bicyclette avec son petit truc de paille, tu as un âne, un chariot, un bus scolaire, puis tu as un camion qui passe. Tout ça, ça se double, tout le monde est dans le bas-côté. Et puis, eux, ils sont habitués à ça. Donc, ces gens-là, on leur a donné le classe 1, puis ils sont sur la 11. Eux, ils comme à la maison, je me mets sur la voie de gauche, ben l'autre en face, il va te pousser. Mais c'est pas fun. En fait, ils ont... OK, parfait, je sais où est-ce que tu t'en vas exactement, mais ils n'ont aucune formation en Ontario. Puis ça, c'est un point qu'on va embarquer là-dedans, là, parce que il y a eu un reportage à CBC avant les fêtes, Marketplace, qui parlait de cette fraude des permis de classe, permis de chauffer un camion, je ne sais pas comment ils appellent ça en Ontario. Je pense que c'est AZ, ouais. AZ, c'est ça. Puis, moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Puis, moi, j'ai demandé dernièrement à mon patron de ne plus m'envoyer sur la 11 pour les facteurs qu'on va parler. Mais, tu sais, faut pas avoir peur des mots. Toi, tu es arrivé ici. Ça s'est bien passé. Je te dirais, d'après moi, là, il y a 75-80% où ça se passe super bien. C'est une intégration qui est parfaite. Il y a des chauffeurs qui arrivent de France, de Belgique, j'ai vu d'Afrique, j'ai vu, écoute, on pourrait nommer un paquet de pays où ils s'adaptent ici, même avec des conditions difficiles, mais ça devient des Canadiens parfaits, je veux dire, en termes de travail, puis on a besoin de gens. Et il y a cette minorité-là de gens en Ontario qui vont carrément exploiter des gens, puis les mettre au volant de camion, puis ça devient des bombes ambulantes, là. C'est là le problème, c'est pas de taper sur les gens, c'est peut-être assez de frapper sur les gens qui exploitent ces gens-là. C'est de l'esclavage, complètement, là. Exactement. Ouais. C'est vraiment de l'organisation. C'est vraiment, il y a vraiment quasiment, c'est de l'esclavage. Il y a un trafic qui est fait. C'est du trafic humain. À travers des visas d'étudiants qui permettent à des gens de travailler le nombre d'heures. Parce que il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans, on a enlevé la limite
par rapport au visa de travail, de travailler par rapport à un étudiant, qui était limité à 20 heures auparavant. Là, je pense que ça a été... Donc là, ça a sauté. Il n'y a plus de plafond, en fait, ce qui est, on va dire, quelque part, c'est sympa aussi pour les étudiants qui viennent faire des études, qui ont un moyen d'avoir une rémunération. Mais c'était facile à contourner. Voilà, c'est ça. Là, ça a été contourné, ça a été utilisé à des fins qui sont pas... qui sont dangereuses, en fait. Pour le reste, pour les usagers de la route, pour notre industrie, parce qu'à mettre... On n'est pas à armes égales avec d'autres transporteurs. Ça n'a pas de sens, la 401. On se dit les vraies affaires, là. Puis je tape sur j'ai l'air de taper sur l'Ontario, mais je tape sur l'Ontario depuis des semaines, puis avec raison. Je veux dire, il ne s'est rien passé au niveau gouvernemental, puis il ne peut plus rien se passer là. On est en élection, ils sont en élection en Ontario, fait que le sujet est clos, il n'y a rien qui se passe. Puis en plus, avec les douanes tarifs, je ne sais pas quand le podcast va jouer, mais au moment qu'on l'enregistre, demain commencent les fameux tarifs de 25 %. Je veux dire, dans l'actualité, c'est mort. On n'entend plus parler du tout du problème des chauffeurs illégaux, des accidents sur la 11, la 17, la 401. On n'entend plus parler de rien. Puis je vais aller plus loin que ça. Je pense que l'avenue de Daniel Bérard de DFS en mars dernier, l'avenue de Steve, l'avenue de Simon, l'avenue de Jean-François Pagé, l'avenue de personnes qui sont nos podcasts dans les derniers mois, et le fait qu'il y a des camionneurs qui se sont tannés, des Steve de ce monde qui se sont regroupés, puis on commencé à en parler. Tout d'un coup, c'est devenu un talk of the town avant les fêtes. Il y a eu un accident mortel à Vallée-Jonction qui a tué la fille de Nathalie qui est rendue collaboratrice au podcast. Écoute, tu sais, c'est ça, on est là, on dirait, dans un genre de trou, on s'en sort pas. Et c'est tout le temps une question de volonté politique. Je peux-tu te dire d'autres choses? Là, comme je te dis, je ne sais pas la date du podcast, OK? Mais je regarde dans mes notes, là. On est quoi aujourd'hui? On est cette date-là. Aux alentours du 31, je ne me trompe pas, 24 ou 31 janvier, j'ai reçu Nathalie Poulain puis David Joyal, David était comme le frère adoptif de la jeune fille Alexandra qui est décédée. On a parlé 1h30 de l'incident qui s'était passé en décembre et de l'inaction du gouvernement. Et ça, c'est fou, là. Moi, j'ai eu des frissons. Je vais quand même prendre ce petit côté-là. J'ai trouvé ça satisfaisant un petit peu, OK, on va le prendre, mais c'est pas du capital politique sur Nathalie. J'ai dit à Nathalie avant le podcast, puis David, j'ai dit, je suis persuadé qu'en enregistrant ce podcast-là ce soir, je le mets en ligne demain. Je vais mettre un extrait de 3 minutes où je lis la lettre que vous avez écrite à la ministre Guilbeault. Je suis prête à mettre ma main au feu que quelqu'un du cabinet va vous appeler. Ça a pris une demi-heure après l'extrait de 3 minutes. Le cabinet a appelé, puis Geneviève Guilbeault l'a appelé Nathalie à 4h30 vendredi dernier. Donc, 31 heures. La ministre, elle l'a appelé directement. Un bel impact. C'est ça qui est bien, c'est important. Comme quoi, le travail que vous faites avec Karl est vraiment important pour l'ensemble des gens de l'industrie, puis de tous les gens. Je ne fais pas ça pour lancer des fleurs, puis je ne veux pas prendre de capital sur Nathalie, mais tu sais, il faut que ça bouge. Tu sais, puis l'ACQ, admettons, l'ACQ puis Camoroute font un travail impeccable pour essayer de valoriser le transport. Mais tu sais, l'ACQ, c'est pas des jeunes de 17 ans qui sont là, tu sais. C'est des personnes qui ont un certain statut, qui ont des compagnies, qui sont là. Et quand même, qui ont fait des bonnes campagnes, mais quand même que leurs campagnes peuvent attirer certaines personnes ou espérer que les écoles essaient d'attirer des gens. Mais ça, là, On the Road Québec, là, puis je pense même à Camionneuse Québec, on avait été manger avec eux. Tu sais, les gens, je trouve, entendent beaucoup plus parler de l'industrie du camionnage en bien puis en mal depuis 1 an et demi, en recevant des gens comme toi, parce que je pense que c'est ça qui va donner le déclic aux gens de venir dans notre industrie. C'est une belle industrie, je vous le dis, tout le monde. C'est une belle industrie. Là, on arrête, on dit qu'elle est malade. Elle a mal à la gorge. Ou elle a un cancer. Mais derrière chaque cancer, il y a un peu de chimio également, tu sais, puis on s'en sort aussi, là. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais tu sais, c'est important de le dire qu'il faut pas lâcher puis embarquer dans des sujets. Puis tu sais, je veux l'effleurer un peu, mais tu sais, tu as quand même des chauffeurs chez toi qui viennent d'ailleurs, puis qui sont des exemples, qui sont des camionneurs d'exception, puis sont malheureusement, puis il y a la minorité de chauffeurs exploités, puis des chauffeurs pas bons, là. Il y en a qui portent le nom de famille Tremblay, puis Gaston, puis ça, là, je pense que ça n'a aucune distinction. Il y en a des pas bons partout dans le monde, OK? Les médias sociaux sont ça, mais toi, tu as des chauffeurs qui sont chez toi, qui arrivent de l'Inde, qui arrivent du Pakistan, qui sont impeccables, qui sont prudents, parce que j'en vois aussi, là. Tu sais, la 401 n'a pas juste ses défauts, là, des excellents restaurants tenus par des gens qui sont arrivés chez nous, là, des communautés indiennes, des méchants bons restaurants. Il y a quand même des gens qui ont du bon sens aussi, puis il faut le dire. Là. Tout à fait. Ouais.
C'est ça, mais là, c'est justement, on revient par rapport aux professionnels. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens professionnels là-dedans. Ouais. Mais il faut leur donner le moyen aussi d'être professionnels. C'est-à-dire que peut-être que ces gens-là, ceux qui ont des difficultés sur nos routes, on leur a pas donné les moyens de devenir professionnels. Et Il y en a puis qui sont pitchés là. c'est ça. Donc là, c'est la faute en fait des gens qui sont derrière, qui les ont embauchés, qui sont allés les recruter dans leur pays, qui sont allés les mettre là en leur faisant rêver l'Eldorado américain comme pour nous tous. Hein. Moi aussi, j'ai rêvé de l'Eldorado, mais j'ai eu des moyens pour réussir à m'épanouir puis à grandir et à devenir un professionnel. Mais si on m'avait pas donné les moyens, peut-être que j'aurais fini comme eux. Après, c'est une question aussi de culture et puis d'être Politique de soi ouais, aussi. exact. Tu te laisser aller, là. Puis j'ai promis à Nathalie, justement, que j'allais faire en sorte un peu de dire qu'il se passe des trucs, effectivement. Puis c'est bon ce que tu dis là, parce que si tu rêves de l'Eldorado ou tu rêves des campagnes, puis tu arrives à Nipigon, en Ontario, là, c'est deux mondes, hein. J'ai rien contre les gens de Nipigon, by the way, là. Écoute, ça va vite. Je vais terminer en saluant des gens, OK, de la France, où je fais quelques interventions. C'est l'équipe de Sébastien, toute son équipe, des routiers qui sont encore sympas. Ils sont encore aussi sympas. Je pense que c'est ça le nom du podcast, au 103.7 ou 107.3 Radio Vinci, qui est une radio Internet, radio FM des autoroutes, donc qui est vraiment intéressant. Eux sont en ondes chaque soir, du lundi au vendredi. Je pense que le vendredi, c'est un replay. Tu as été faire un tour à leur émission, hein? Tu as fait des chroniques. C'était à distance au téléphone. Ouais. Il avait interviewé. Parce qu'il y a vraiment en France, il y a vraiment comme les États-Unis, il y a vraiment une affection ou une admiration pour les routiers. En France, dans le temps, vous aviez Max Meignier, là, j'avais déjà parlé de ça avec d'autres invités, là, mais qui était, excuse-moi, je vais me perdre mes lunettes, qui était vraiment une référence, qui était quelqu'un qui était apprécié. J'ai vu des restaurants puis à l'époque qui avaient la marmite, tout le kit, les ambiances. Je voyais qu'ils prenaient leur petit rouge à l'heure du dîner. Tu sais, j'ai vu des reportages sur, je pense, sur INA ou une chaîne d'archives en France. Là. Je voyais ça. Mais oui, c'est une belle continuité. Puis en plus, c'est une émission de radio. Tu sais, nous autres, on est à la radio juste une fois par semaine, mais eux, c'est à tous les jours de la semaine. Là. Je veux le saluer, Sébastien, mais tu as été à son émission. Ouais, j'en profite pour l'équipe. Hey, salut, Sébastien! On les a rencontrés en personne au Mans cette année, puis ça a été un coup de foudre ensemble. Chanceux. Ouais, vraiment une belle équipe. Tu avais fait quoi avec eux? Mon camion. Non, il m'avait simplement par rapport à il m'avait interviewé sur la partie comment avait été mon intégration dans le monde de l'industrie du sport au Canada, et puis comment ça s'était passé. En fait. Ouais. Tu dis quoi à ceux qui veulent? Parce que là, oui, peut-être qu'il y a eu quelques... C'est un petit peu en montagne russe, là, les processus d'immigration au Canada, je pense. Là. Je suis pas trop au courant, mais je sais que ça se fait encore. Mais bon, il y a eu quelques... On verra après les élections, quelques soubresauts, on pourrait dire. Mais c'est quoi le parcours c'est quoi comment qu'on peut réussir un parcours comme ça? Parce qu'on abandonne tout, on recrée tout. C'est facile de nos jours d'avoir des contacts avec les gens avec Internet, mais quand même, c'est... Mais le mieux, c'est quand même d'avoir des contacts physiques. C'est-à-dire que si, pour venir ici, c'est important d'être peut-être venu en voyage déjà une première fois, d'avoir un voyage de découverte. Au moins 15 jours pour se rendre compte des conditions. Je sais que, par exemple, pour les Français, il y en a au moins 30% qui partent à la première année compte tenu des conditions hivernales. Et pourtant, vous en avez quelques-uns aussi? Oui, mais pas aussi froid, par exemple. Il y en a qui n'aiment pas forcément la neige. Ah non, c'est sûr. Un Parisien ou quelqu'un qui vient de Bordeaux, la neige, c'est pas forcément son truc. Moi, j'adorais la neige, donc moi, ça m'a pas dérangé. Après, quand on fait du US, on a moins de neige. Exact. Ça dépend où, là. Moi, je me suis fait gâter, là. À 80, faire un tour là-bas. Je m'en vais par là. Souhaite-moi bonne chance. Avec des chaînes, ça marche. Mais c'est ça, déjà d'avoir une première connaissance, en fait, de se rendre compte, de venir. C'est vrai que le Canada évolue quand même. Moi, j'étais venu en 98 une première fois. Quand je suis arrivé en 2008, 10 ans plus tard, j'avais trouvé un changement déjà. Puis là, depuis qu'on est là, depuis que je suis là ça a beaucoup changé aussi. Ça a changé également. Donc, ça évolue comme toutes les sociétés. La France évolue. Peut-être la France évolue un peu moins vite que nous. Au Nouveau Monde, on réagit plus vite. En fait, à l'évolution, notre société évolue plus vite, peut-être que la vieille Europe. Et puis après, pour les gens qui font du transport, regardez, là, on est tous les deux exemples que des gens qui faisaient pas du transport auparavant peuvent faire du transport. Oh, c'est clair. Moi, j'étais plutôt un intellectuel qu'un manuel. Voilà, j'arrivais dans un camion, je suis sorti. On ne demande pas non plus de réparer des pneus ou de sortir un turbo tous les jours. Hein, c'est pas. J'ai réparé quelques trucs là que j'aurais pas fait en 2012, 13, 14, 15, 16. Là, on apprend. Exact. Mais
Mais n'empêche que c'est aussi... Merci YouTube pour beaucoup de choses, je peux te le dire. Maître YouTube. Ah, écoute, YouTube, pour moi, ça m'aide énormément dans plusieurs aspects. Là. Je confirme, mais souvent, il y a des experts en Peterbilt. Là, moi, ça m'aide beaucoup. Là. Oui, ça c'est vrai. Ouais, beaucoup. C'est un truc Ouais. pratique. Ouais. Et donc, c'est ça. Et puis, c'est pas une question d'âge. Moi, je suis arrivé, je devais avoir 38 ans quand je suis arrivé ici. On peut à tout moment basculer dans l'industrie du transport par passion, par besoin, ou besoin et passion. Et puis c'est une belle industrie. Et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que elle a une petite angine, mais c'est le travail de chacun. Et puis les gens qui vont rentrer dans l'industrie aussi, les nouveaux arrivants qui sont nouveaux arrivants au Canada, mais les nouveaux arrivants dans l'industrie aussi. Dans l'industrie aussi, que vous ayez 21 ans ou 55 ou 60, c'est chacun apporte sa pierre en fait à l'édifice. Puis on peut construire tous ensemble une industrie meilleure. Ça prend quoi pour les attirer, la relève? Une meilleure perception des besoins des gens. Au départ, dans le sens où, à l'époque, des gens qui roulaient dans les années 80 ou 90, log-papier, c'était non-stop. C'est ça. C'était non-stop, 3 logbooks à l'arrière et puis pas de vie. Là, il faut comprendre que les gens ont une vie de famille, ont une vie tout court. Veulent vivre. Et puis qu'on a besoin de prendre soin des gens. Donc, on a besoin de prendre le soin du chauffeur dans son état de physique, son état mental. Donc, on ne peut pas demander les mêmes choses qu'on demandait il y a 20 ans à un chauffeur. Donc là, c'est sûr que l'industrie doit aussi être à l'écoute de ça et évoluer dans ce sens-là pour garder les gens, attirer ceux qui viennent, puis garder les chauffeurs aussi. Parce qu'on peut écœurer nos troupes en leur en demandant trop. Il y a des gens qui... Moi, j'étais un spécialiste de dire tout le temps oui. Parce que moi, j'aimais bien faire. Je savais que je rendais service à mon boss. Donc, OK, je le fais. Que je suis fatigué, mais OK, je le fais. Tu veux te respecter après. Là. Tu veux te respecter aussi toi-même. C'est exactement ça. Donc, c'est important que le chauffeur se respecte, que l'entité respecte également le chauffeur. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas, il y en a pas un qui est derrière l'ordinateur. C'est vrai que les gens qui sont derrière les ordinateurs, souvent, on leur reproche de pas être conscients de notre quotidien au volant. C'est vrai qu'ils connaissent pas, ils ont pas dormi dans un camion où le Webasto tombe en panne et puis il fait -15 dehors et puis tu gèles dans ta cabine, tu as mal dormi, puis il faut quand même que tu ailles livrer. Mais OK, ils l'ont pas vécu, mais nous, on peut le verbaliser aussi, on peut leur faire comprendre sans crier dans le téléphone. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a fait ça. C'est de dire, OK, là, tu vois, là, je vais avoir des difficultés. Puis le client peut le comprendre également. Le client ne changera pas de transporteur parce que ton chauffeur est arrivé avec 2 heures de retard. Le but du jeu, c'est que ton chauffeur, il arrive en vie avec toute la cargaison. En ordre. En ordre. Et puis, c'est ça qui est important. La communication, finalement. C'est ça, la communication. Et parfois, on peut remarquer que dans le transport, la communication, elle n'est pas conviviale forcément. Des fois, elle peut être tendue. Et donc, on va créer, j'en reviens au professionnalisme, on va créer une meilleure ambiance dans l'ensemble de l'industrie. Si tout le monde s'écoute, si tout le monde est capable de comprendre l'autre et si on est capable d'échanger. Aujourd'hui, je pense qu'on souffre du manque de crédibilité de par le reste du monde, qui nous prend tous pour des chialeux, pour des conducteurs de camions qui te klaxonnent et puis qui t'envoient chier dans le classe. C'est ça. Mange notre canne de bine, puis c'est tout. Là. Or que dans le transport, il y a des gens qui viennent de différents, des passionnés, des gens qui ont grandi avec leurs grands-parents dans les camions, les parents. Il y a des gens qui viennent d'un monde complètement différent. On est une petite famille. On se doit de s'entraider tous ensemble, qu'on soit blanc, noir, jaune, qu'on vienne de l'Ontario, du Wisconsin ou de n'importe quelle autre région du monde. On doit être capable de s'aider, de bien se parler et de bien travailler ensemble. Je trouve que c'est important, ça. C'est important de le dire. Je pense que ça fait un beau mot de la fin. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement. On te rejoint comment si on va aller travailler chez Fuel? Eh bien, le mieux, c'est... je connais pas par cœur mon numéro cellulaire. Mais... on le marquera, si tu veux, dans le bas d'écran. On mettra en bas. On peut aller sur Internet, j'imagine. Sur Internet, via le site web de Fuel. Et puis, il y a mon mail dedans également. Merci, David, d'être venu au podcast. C'était avec grand plaisir. Ça a passé très vite, mais on a fait vraiment le tour d'un paquet de trucs. On a dérapé. Je trouve ça le fun. Merci de faire confiance à notre branding aussi, de venir faire ton tour. Puis, t'es le bienvenu quand tu veux au podcast. C'est gentil. Puis, je veux saluer toute l'équipe de Fuel, puis aussi félicitations pour vos bonnes œuvres. Là, pour ce qui est de l'hôpital pour enfants, j'avais trouvé ça très chic de votre part. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.
Nous, on se revoit très bientôt. Il y a d'autres podcasts qui s'en viennent. Soyez prudents. On se voit dans les prochains salons d'emploi. Le 15 avril à Lévis, 15 mars à Lévis, 5 avril à La Prairie. Bye tout le monde. Merci de nous suivre. On se revoit sur la route.